Le bouquet était encore humide dans mes mains quand Daniel Mercer me traversa du regard et prononça les mots qui effacèrent donc 15 années de travail. Irma Caldwell, vous êtes finie ici. Pas de salut, pas d'explication. Juste une exécution publique dans le hall de Hawthorne Strategies, les employés fixant la scène comme si j'allais me briser. J'ai posé le bouquet sur mon carton, pierre tombale de loyauté, tournée en dérision au grand jour. L'humiliation brûlait, mais sous la douleur, quelque chose de plus glacé s'est éveillé. Mercer croyait m'avoir rayé d'un seul geste. Il n'avait aucune idée qu'une signature enfouie au fond du contrat Benton et Price déciderait de son destin. Et vous, avez-vous déjà subi une telle humiliation au travail? Écrivez « oui » ou « jamais » en commentaire, et ne manquez pas la suite. Le bouquet était encore dans mes mains quand Daniel Mercer s'arrêta devant moi et prononça son verdict comme une sentence gravée dans la pierre. « Irma Caldwell, votre temps ici est terminé. » Pas de poignée de main, pas de présentation, pas d'explication. Juste 15 années de travail réduites en lambeaux devant la réceptionniste, 2 stagiaires figés sur leur chaise et un demi-cercle de collègues qui feignaient de détourner le regard mais n'arrivaient pas à s'en détacher. Mes doigts se crispèrent sur le ruban jusqu'à ce qu'ils m'entaillent la paume. Je sentis la chaleur monter de ma poitrine à mes yeux, celle qui appelle les larmes, mais je refusais de lui offrir le spectacle qui l'attendait. J'ai simplement hoché la tête, en silence, tandis que l'humiliation se répandait dans le hall de marbre comme une tache indélébile. L'expression de Daniel ne changea pas. Une impatience polie, le rictus d'un homme persuadé que le pouvoir se mesure à la vitesse avec laquelle il efface une personne. Son costume taillé sur mesure accrocha la lumière. Ses yeux me survolèrent, comme si je n'étais même pas humaine. Je me suis penchée, j'ai récupéré le carton auprès de la sécurité et j'ai posé le bouquet dessus. Ces fleurs, prévues pour accueillir, devenaient ma pierre tombale. Un manager chuchota à un autre, les lèvres retroussées, comme si mon renvoi n'était déjà qu'un ragot de plus. J'ai traversé la foule sans ralentir, chaque pas plus lourd que le précédent, chaque regard me rappelant que la miséricorde n'avait pas sa place ici. Daniel croyait m'avoir détruite avant même d'avoir trouvé son bureau. Mais l'arrogance oublie toujours les petites lignes, et dans ces petites lignes se trouvait mon nom, une encre qu'il ne pouvait effacer. J'ai quitté le hall de Hawthorne avec l'humiliation gravée dans ma peau, mais dans le silence de ma voiture, un autre souvenir est revenu. La salle de conférence chez Benton et Price, quelques jours plus tôt. Leur conseiller juridique s'était penché au-dessus de la table, tapotant une page qui allait tout changer. C'était une clause « personne clé », brutale dans son exigence. Le contrat n'était valide que si moi, Irma Caldwell, restais directrice du projet. Me retirer ou me réaffecter sans leur accord écrit, et l'accord se dissolvait sans pénalité pour eux. À l'époque, Mercer n'avait même pas encore été embauché. Il n'avait aucune idée de l'existence de cette condition, encore moins de la solidité avec laquelle elle était enchâssée dans l'accord. Je me rappelais les heures passées à façonner cette clause, à affiner les définitions, à préciser la notion de continuité, à l'enfermer dans un système de contrôle de version qui enregistrait chaque frappe. Les signatures étaient là, les versions à noter, conserver, la traçabilité impossible à effacer. Mercer pouvait m'effacer d'un hall, mais il ne pouvait pas m'effacer d'un contrat qu'il n'avait jamais lu. Mes mains serrèrent terre le volant, l'humiliation se refroidissant en calcul. Il croyait que j'étais jetable, mais Benton et Price avaient misé des millions sur l'inverse. Au moment même où Hawthorne enregistrerait mon renvoi, le système d'onboarding alerterait le juridique, la finance et le conseil d'administration avec le même rappel glacial. La continuité n'est pas optionnelle. Mercer pensait que le pouvoir consistait à m'abattre publiquement. En réalité, son arrogance venait de déclencher une réaction en chaîne qu'aucun de ses discours ne pourrait réduire au silence. Je n'avais pas besoin d'argumenter, pas encore. Mon levier était déjà en marche, enfoui dans les petites lignes, prêt à surgir. Le premier appel arriva avant l'aube, la ligne principale de Hawthorne s'affichant sur mon téléphone. Je laissai sonner, refusant de leur offrir la satisfaction d'entendre ma voix. Le deuxième suivit quelques minutes plus tard, puis un troisième. Quand je décrochai enfin, la voix d'Hélène Porter vibrait d'urgence. Elle n'était jamais négligente, jamais émotive, mais ce matin-là, elle sonnait comme quelqu'un retenant un barrage prêt à céder. « Irma, écoute-moi. Benton et Price a gelé le contrat. Le service juridique a relevé ton nom dans la clause. Ils ne débloqueront pas un centime tant que tu n'auras pas été réintégré. » Je gardai un ton neutre.
Je ne travaille plus là-bas. Un silence s'étira avant qu'elle n'abaisse la voix. Daniel ne comprend pas. Il pense que c'est une formalité, le conseil est déjà agité. Je terminai l'appel sans promesse, seulement une note griffonnée dans mon journal privé. Heure, appelante, mots exacts, la mémoire s'efface, le papier reste. Quelques minutes plus tard, je contactai Nicole, une collègue de confiance partie quelques mois plus tôt, mais qui gardait encore des échos de l'intérieur de Hawthorne. Elle n'hésita pas. « C'est le chaos, dit-elle. Mercer a tenté de bluffer les administrateurs, leur a dit que c'était une restructuration, puis quelqu'un a mentionné la clause « personne clé ». Il a blêmi Irma, ils l'ont vu. Je serrai le téléphone plus fort, colère et satisfaction s'entremêlant. La voix de Nicole se fit plus douce. Ils ont plus besoin de toi que toi d'eux. Si tu retournes, que ce soit à tes conditions. Après avoir raccroché, je traversai la cuisine lentement, le bouquet taillé dans un vase brillant, toujours contre la fenêtre. Mercer croyait qu'en me licenciant, il m'avait effacé. En réalité, chaque heure de silence amplifiait mon absence. Benton et Price refusaient d'avancer. Les fonds étaient bloqués. Les salles de conseil où Mercer paradait se remplissaient désormais de questions auxquelles il ne pouvait répondre. Ma boîte de réception débordait de messages. Certains polis, d'autres désespérés. Mais je les laissais s'accumuler. Le silence était un levier et le levier était du pouvoir. Le soir venu, Hélène envoya un dernier message, 4 mots seulement. « Rappelle-moi ce soir ». Je ne répondis pas. Je laissais le poids de l'attente s'abattre sur l'entreprise qui avait tenté de me jeter. Mercer croyait que l'humiliation était une fin. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que l'arrogance déclenche toujours sa propre chute, et la chute avait déjà commencé. Quand le soleil se coucha, mon téléphone était saturé de messages de l'équipe juridique, de Hawthorne, de la finance, même de managers qui m'avaient autrefois ignoré dans les couloirs. La plupart restaient prudents et professionnels, mais certains transpiraient la panique. Benton et Price avaient accentué la pression. Leur intégration était suspendue, leur ligne de crédit gelée, et chaque heure coûtait à Hawthorne sa crédibilité. Quand Hélène me rappela enfin, elle ne perdit pas de temps avec des salutations. « Irma, ils ont besoin de toi. Le juridique a préparé un projet. Peux-tu venir ?» Je ne dis pas oui. Je répondis. « Pas à moins que ce soit à mes conditions. » Un silence, puis son souffle au téléphone. « Dis-moi lesquels ?» J'ouvris mon carnet, celui où j'avais consigné chaque détail depuis l'humiliation du hall, et j'énonçai calmement mes exigences. Réintégration rétroactive au jour de mon licenciement par Mercer. Autorité exclusive sur le compte Benton et Price sans ingérence. Lien hiérarchique direct avec le service juridique et le conseil d'administration pour toute la durée du contrat. Protection contre toute représaille et aucune réaffectation sans l'accord écrit de Benton et Price. Hélène répéta la liste, son ton redevenu professionnel et tranchant. Je mets ça devant le juridique et les RH. Avant de raccrocher, j'ajoutai une condition. Pas de badge tant que je n'ai pas signé. J'entre comme visiteuse. Le lendemain matin, quand je poussai à nouveau les portes vitrées de Hawthorne, le hall était silencieux. Le même lieu où l'humiliation m'avait cloué au sol résonnait désormais d'une énergie différente. Les têtes se tournèrent, les chuchotements suivirent, mais je gardai les yeux fixés devant moi. Le bouquet que j'avais laissé était toujours là, les pétales fanés dans un vase sur le bureau de la réception, rappel de la trahison comme de ma persistance. La sécurité me remit un autocollant « Visiteur », rien de plus. Je le portais avec fierté. Dans la salle de conférence à l'étage, le juridique m'attendait. Amir Patel, conseiller principal, lunettes posées sur la tête, et Élise DRH, un dossier ouvert devant elle. Hélène, assise à l'écart, laissait deviner son épuisement. Amir me salua d'un signe de tête ferme. « Merci d'être venue, Madame Caldwell. Nous avons rédigé des termes pour votre examen. » Il fit glisser le document. Je lus lentement, méthodiquement. Tout y était. Réintégration rétroactive, autorité exclusive, protection contre les représailles. Je pointais une ligne mentionnant « sous réserve des besoins de l'entreprise ». C'est une échappatoire, dis-je. Amir la raya sans hésitation. Élise ajouta un post-it pour confirmer la révision. L'encre rouge sur la page ressemblait moins à une négociation qu'à une reconstruction. L'ossature d'une autorité que Mercer avait tenté de démanteler. À mi-parcours, la porte s'ouvrit. Daniel Mercer entra, son impatience palpable. Il balaya les papiers du regard avant de daigner m'adresser la parole, la voix tranchante.
Qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne levai pas les yeux. Réparez ce que vous avez brisé. Sa mâchoire se crispa. Nous ne négocions pas les décisions de personnel avec des employés. La voix calme d'Amir coupa court. Nous le faisons quand le client a une clause de personne clé. Sans Irma, Benton et Price peut partir aujourd'hui. Les yeux de Mercer se tournèrent vers Élise, mais elle resta fixée sur le dossier. Je le regardai enfin, mon ton égal. Ce n'est pas personnel. C'est de la continuité. Soit vous respectez le contrat, soit vous admettez avoir signé des termes que vous n'aviez pas lus. Le silence qui suivit était lourd, seulement rompu par Amir glissant une copie du contrat, signé, annoté de jaune, devant Mercer. Il fixe la page, puis moi, la certitude polie s'évaporant de son visage. « Très bien », marmonna-t-il. Mais je n'avais pas fini. Avant que je ne participe à un seul appel client, le juridique envoie à Benton et Price un email conjoint confirmant mon autorité et précisant qu'aucun changement ne sera fait sans leur accord. Ça part avant que je reprenne la moindre opération. Amir hocha la tête. Élise le nota. La bouche de Mercer se crispa, mais il ne protesta pas. Le basculement était achevé. Hier, j'étais un nom effacé dans le hall. Aujourd'hui, j'étais un levier que personne ne pouvait se permettre d'ignorer. Le contrat avec Benton et Price aurait dû être solide désormais. Une structure reconstruite avec des signatures et des clarifications qui ne laissaient aucune place au doute. Mais l'arrogance cède rarement en silence. Je n'étais de retour au bureau que depuis 2 jours à peine quand Amir, du service juridique, me convoqua dans son bureau, un document imprimé posé sur la table. « Irma, dit-il en le glissant vers moi, Benton et Price vient d'envoyer ça. Ça te paraît correct ?» Le document portait notre en-tête, mon nom au bas de page, mais les chiffres étaient faux. L'annexe B, le calendrier de paiement que nous avions finalisé après des semaines de négociations acharnées, avait été modifié. La compte initiale réduit, les jalons retardés et une nouvelle retenue de performance glissée comme une aiguille empoisonnée. Mon estomac se contracta. « Ce n'est pas notre version, dis-je, déjà en train d'ouvrir mon ordinateur portable. En quelques minutes, je retraçai l'historique du fichier dans notre salle de données. La version officielle signée reposait en sécurité sous V18_final_signed, dernière édition par mois, et Amir lui-même. Mais Benton et Price avaient reçu V18 final, signé un point PDF, téléversé depuis un compte administrateur, partagé moins d'1 heure plus tôt. Le journal des modifications n'indiquait que « mise en forme mineure ». Je fixai l'écran, la fureur montant comme une marée. Quelqu'un a trafiqué le fichier, dis-je. La mâchoire d'Amir se crispa. Et seuls 2 services ont accès à ce compte, la finance et la direction exécutive. L'horodatage correspondait trop bien à l'agenda de Daniel Mercer ce matin-là. Il était dans son bureau à l'instant précis où la version falsifiée avait été transmise. Avant que je ne puisse parler, la porte s'ouvrit et Hélène entra, le visage pâle. « Tu ne vas pas aimer ça » souffla-t-elle. Daniel a demandé aux achats de mettre à jour le calendrier de paiement avant que nous ne nous enfermions. Il pense que les conditions originales sont trop généreuses. Mon pouls s'accéléra, ce n'était plus de l'ignorance. C'était du sabotage. Amir soupira, remontant ses lunettes. Il ne peut pas modifier unilatéralement des conditions exécutées. Si Benton et Price croient que nous avons changé les règles après signature, ils partiront et garderont tout levier. Je ne perdis pas une seconde. J'appelai l'avocat de Benton et Price, mettant le haut-parleur. Quand il répondit, son ton suintait l'agacement. « Madame Caldwell, déplacez-vous les cibles après l'exécution ?» Ma voix resta calme, nette, chirurgicale. « Non, vous avez reçu un document non autorisé. Veuillez l'ignorer. Le service juridique enverra une copie certifiée de l'annexe signée avec l'historique complet. Nous lançons un audit interne sur les accès. » Un silence, puis une réplique sèche. « 2 heures, Madame Caldwell. Sans confirmation, nous considérerons le contrat compromis. » Je raccrochai et regardai Amir. Il rédigeait déjà. « Nous allons obtenir la signature du président du conseil sur une lettre de gouvernance. Elle réaffirmera l'annexe B originale, confirmera ton autorité et transférera le contrôle des documents exclusivement au service juridique. Et nous verrouillons ce compte administrateur. » Hélène tordait ses mains. Il ne voit pas le risque. Il est convaincu que Benton et Price a plus besoin de nous que l'inverse. Je me redressai, la colère cristallisée en précision. Alors laissons le conseil voir ce que sa conviction a failli nous coûter.
90 minutes se transformèrent en sprint de signature, validation et sécurisation des systèmes. Amir obtint l'approbation du président du Conseil sur une lettre de gouvernance rédigée en langage clair. Les termes de paiement originaux de Benton & Price tiennent. Irma Caldwell détient seule autorité conformément au contrat. Tous les documents futurs contrôlés exclusivement par le juridique. En pièce jointe, la preuve d'audit montrant que le fichier falsifié avait été téléversé depuis un compte de la direction. Le paquet quitta nos serveurs à 13h46. À 13h49, l'avocat de Benton & Price répondit « Reçu, nous procédons à la validation finale comme prévu. » Leur directeur des opérations ajouta une ligne. « Merci pour la clarté. » Un soulagement traversa la pièce, vite tempéré par ce qui suivit. La porte s'ouvrit sans frapper. Daniel Mercer rentra, son sourire tendu comme un fil de fer. « Statut ?» Amir ne leva pas les yeux. « Nous avons corrigé une modification non autorisée et réaffirmé les termes avec Benton et Price. » Les yeux de Mercer se plissèrent d'envers moi. « Il n'y a rien de non autorisé à optimiser la trésorerie. » Ma voix trancha avant qu'Amir n'intervienne. Vous avez trafiqué un échéancier exécuté. Ce n'est pas une optimisation, c'est une violation. Il haussa les épaules, comme si nous marchandions un déjeuner. Ils accepteront le nouveau calendrier. Ils ont besoin de nous. Amir releva enfin la tête, sa voix calme mais acérée. Pas avec une clause personne clé et des droits de résiliation, et pas quand la modification provient d'un compte situé à votre étage. La couleur quitta le visage de Mercer avant d'y revenir en taches rouges. « Vous m'accusez ?» Amir resta impassible. « Nous énonçons des faits. Et j'appelle le conseil. » Pour la première fois depuis ce matin-là dans le hall, je le vis. La fissure dans sa confiance, l'instant où l'orgueil se heurte aux conséquences. Le piège n'était plus caché, il s'était refermé. Et Daniel Mercer se trouvait en plein dedans. La salle du conseil portait déjà la froideur du jugement avant même qu'un mot ne soit prononcé. De larges parois de verre étouffaient le tumulte de la ville, tandis qu'à l'intérieur, la table s'étirait comme un tribunal. J'entrai aux côtés d'Amir, document en main, chaque page affûtée comme une lame de vérité. En face, les administrateurs, leurs visages marqués par l'urgence, et tout au bout, Daniel Mercer, adossé, les bras croisés comme si la défiance pouvait masquer son exposition. La présidente ouvrit d'une voix nette. « Monsieur Mercer, avez-vous autorisé une modification du calendrier de paiement après exécution ?» Un instant, il sourit, puis répondit. « J'ai autorisé un ajustement raisonnable. Les conditions initiales étaient non trop généreuses. » Le stylo de la présidente tapa sur la table. « Et avez-vous soumis cet ajustement au service juridique ?» Le silence pesa lourd, puis sa réponse « Non ». L'air sembla changer, comme si les murs eux-mêmes marquaient de cette réponse d'un sceau fatal. Amir fit glisser l'audit trail, une liasse de captures montrant l'historique des versions, les horodatages et la trace du compte exécutif. Voici le document falsifié reçu par Benton et Price. Voici l'échéancier signé officiel, et voici le journal montrant le téléversement non autorisé. Les administrateurs se penchèrent, scrutant chaque page. La mâchoire de Daniel se crispa, ses yeux se tournèrent bénandre vers moi comme si ma présence était la véritable offense. Je soutins son regard sans ciller. Votre décision a failli coûter à Hawthorne sa plus grande expansion. Benton et Price nous a donné 2 heures pour corriger la violation. Nous avons livré, pas avec des discours, avec des preuves. Des murmures traversèrent la table. La présidente posa soigneusement son stylo. Monsieur Mercer, avec effet immédiat, vous êtes retiré de tout dossier lié à Benton & Price et placé en congé administratif dans l'attente d'un audit externe de conformité. Les ressources humaines prendront contact concernant votre situation. Un instant, Daniel ne bougea pas. Puis il laissa échapper un rire bref, incrédule, résonnant creux contre le verre. « Vous laissez cette femme dicter la politique du conseil ?» Sa main me désigna d'un geste sec. Je ne bronchai pas. « Pas moi, dis-je. Le contrat que vous n'avez pas pris la peine de lire. » Le silence qui suivit fut sans appel. Les administrateurs avaient choisi et ce choix n'était pas lui. Il repoussa sa chaise violemment, se leva et sortit sans un mot, son départ aussi fragile que l'autorité qu'il avait tenté d'imposer. La porte se referma derrière lui, laissant l'écho lointain de ses pas s'éteindre dans le couloir. Amir se tourna vers la table, la voix posée.
Benton et Price a confirmé leur validation finale. L'intégration reprend demain. Un souffle collectif de soulagement parcourut la pièce. Restais immobile, calme, même si en moi s'entrechoquaient épuisement et soulagement. Des semaines de sacrifice, des heures de conformité que d'autres jugeaient excessives, l'humiliation du hall, tout convergeait vers cet instant. Je n'avais pas eu besoin d'une vengeance flamboyante. Mon arme avait été l'encre, les traces d'audit et la patience. La présidente s'adressa directement à moi. Madame Caldwell, vous continuerez comme interlocutrice principale pour Benton et Price. Vous rendrez compte directement au service juridique et au conseil pour toute la durée de ce contrat. Assurez la stabilité. J'inclinai la tête. Entendu. Ce n'était pas le triomphe qui me remplissait, mais une clarté plus profonde. On m'avait effacé en public, mais ce furent les petites lignes que j'avais protégées qui me rétablirent. Daniel Mercer croyait que l'arrogance était le pouvoir. Ce qui l'a détruit, c'est son mépris du détail, son aveuglement face au travail qui protégeait l'entreprise qu'il voulait contrôler. En quittant la salle du conseil, le badge visiteur encore épinglé à mon manteau, Amir me tendit une copie fraîche de la lettre de gouvernance. « Vous devriez garder ça, » dit-il doucement. Je la glissai dans mon dossier, le papier frais et lourd entre mes doigts. Pour la première fois depuis le bouquet abandonné dans le hall, je sentis revenir un certain équilibre. L'orgueil était tombé, la préparation avait tenu, et l'effondrement fut le sien, pas le mien. Dans les semaines qui suivirent le départ de Daniel Mercer, l'atmosphère chez Hawthorne Strategies passa d'une peur fragile à un soulagement prudent. Le contrat avec Benton et Price avança sans encombre une fois la continuité assurée, leur conseil nous remerciant pour la clarté enfin apportée. Je fus officiellement réintégré, non comme une concession, mais comme une nomination permanente. Le conseil annonça ma promotion au poste de vice-présidente en charge du succès client, un titre qui s'accompagnait d'une autorité que je comptais exercer avec fermeté, mais mesure. Mon premier geste ne fut pas de célébrer, mais de réparer. Je rouvris les entretiens individuels avec les équipes laissées à la dérive dans le chaos, écoutant plus que je ne parlais. La peur avait semé la méfiance, et la méfiance ronge en silence. Il fallait des mains stables, pas des proclamations. J'instaurais de nouveaux systèmes qui semblaient fastidieux en surface, mais allaient droit au cœur de nos problèmes. Contrôle documentaire strict confié au juridique, double validation pour chaque communication client, traçabilité obligatoire capable de résister à l'examen de n'importe quel régulateur ou tribunal. Certains grognèrent face aux étapes supplémentaires, mais la plupart comprirent après ce que nous avions traversé. Ce n'était pas des chaînes, mais des protections. Je savais trop bien que l'arrogance prospère quand la structure est faible. Un matin, Hélène Porter passa dans mon bureau, portant une plante aux feuilles solides et vertes. Elle la posa près de la fenêtre et sourit doucement. « Mieux que des fleurs, dit-elle. » Je compris. Les fleurs se fanent du jour au lendemain, vitrine pour l'apparence. Une plante perdure si on en prend soin. Je touchai l'une des feuilles, ferme sous ma main, et compris que le symbole comptait plus qu'elle ne l'imaginait. Ce que Daniel avait tenté d'effacer, en un instant, je l'avais reconstruit pièce par pièce. Non par vengeance ou par spectacle, mais par le travail discret de standards défendus et de limites imposées. C'est la réparation, et non la revanche, qui avait rétabli l'équilibre. Et dans cet équilibre, je sentis enfin le poids quitter ma poitrine. L'humiliation du hall ne m'avait pas défini. La réparation qui suivit, si. Daniel Mercer ne revint jamais chez Hawthorne Strategies. Le mémo officiel du conseil était sec et impersonnel. Il avait démissionné pour poursuivre d'autres opportunités, avec effet immédiat. Pas de gros titres, pas de tournée d'adieu, seulement un vide là où l'arrogance avait autrefois paradé. L'entreprise n'avait pas besoin de spectacle. Elle avait besoin de stabilité. Benton et Price finalisa leur intégration avec nous, leur directeur des opérations lâchant sèchement lors d'un appel. La continuité n'est pas une courtoisie, c'est une question de survie. Je gardai ces mots en mémoire bien après la signature du contrat. Mon bureau avait changé d'atmosphère. Pas plus grand, pas plus prestigieux, mais plus stable. La plante qu'Hélène m'avait offerte prospérait dans un coin près de la fenêtre, ses feuilles s'élargissant chaque semaine. Je l'arrosais chaque matin, un rituel qui me rappelait que la permanence ne vient pas de l'apparat, mais de l'attention portée. Parfois, je repensais au hall, au ruban du bouquet s'enfonçant dans ma paume tandis que l'humiliation me brûlait la gorge. Ce moment avait semblé être une fin. En vérité, ce n'était qu'un dévoilement. Le masque arraché à la culture que Mercer incarnait.
Il croyait que le contrôle signifiait la domination, que le pouvoir se mesurait à la capacité d'effacer. Ce qu'il a perdu, ce furent les petites lignes, les journaux d'audit, les clauses qu'il méprisait comme des détails. Pour moi, la leçon resta gravée. La préparation n'est pas de la paranoïa, c'est une protection. Les limites ne sont pas des ultimatums, ce sont des engagements, envers le travail comme envers soi-même. Je ne l'ai pas détruit, il s'est détruit lui-même quand son arrogance a heurté la conformité. Tout ce que j'ai fait, c'est préserver la vérité assez longtemps pour qu'elle remonte à la surface. C'est cela que j'ai emporté avec moi, plus qu'un titre, plus qu'une revanche. Au fond, il n'a jamais été question de vengeance. Il s'agissait de réparation. Quand Daniel Mercer m'a licencié dans le hall, un bouquet encore dans mes mains, je pensais que l'humiliation serait la seule chose que je porterais avec moi. Mais ce que son arrogance a révélé, ce n'était pas ma faiblesse. C'était la fragilité même du système qu'il était censé diriger. Il croyait que le leadership reposait sur la domination, que les contrats étaient malléables, que l'autorité signifiait ignorer les détails. En réalité, toute l'expansion avec Benton et Price reposait sur une seule condition, ma continuité. Cette clause n'était pas un hasard, elle était le fruit d'années passées à insister sur la rigueur, sur la structure, sur la documentation, quand d'autres levaient les yeux au ciel. Son raccourci, falsifier des termes déjà exécutés, a failli coûter des millions à l'entreprise. Ma discipline l'a sauvé. C'est un rappel essentiel dans le monde du travail actuel. Les entreprises glorifient la vitesse et le charisme, mais c'est l'infrastructure silencieuse, politique, conformité, gouvernance, qui maintient les accords en vie quand la pression monte. Vous devriez vous sentir validé si l'on vous a déjà qualifié de trop prudent ou d'invisible. La vérité, c'est que l'arrogance s'effondre vite quand les garde-fous que vous avez construits sont mis à l'épreuve. La préparation et la documentation ne protègent pas seulement les organisations. Elles protègent aussi les personnes qui portent une responsabilité invisible. Quand d'autres jouent avec des raccourcis, votre trace de preuve devient votre bouclier. La conséquence fut claire. L'arrogance de Daniel Mercer mena à sa mise à l'écart puis à sa démission. Ma croissance ne s'est pas nourrie de vengeance, mais de clarté. J'ai accédé au leadership en sachant que la réparation et non la destruction serait mon véritable héritage. Comment commencer dès aujourd'hui? 1. Tenez un journal privé des événements clés, conversations et validations. 2. Apprenez les clauses, politiques ou systèmes liés directement à votre rôle. Ne vous contentez pas de les survoler. 3. Développez l'habitude de la double vérification. 2 regards, une trace d'audit. 4. Ne vous excusez jamais d'exiger de la structure. C'est la base du pouvoir. Si vous avez déjà vu l'arrogance se briser face à la responsabilité, partagez votre histoire en commentaire. Diffusez cette leçon et abonnez-vous pour d'autres récits où la force cachée transforme la trahison en réparation.